Bonjour. L'actualité, je voudrais dire météo, en ces temps, c'est plutôt le froid, la neige, la pluie, bref, je voudrais dire un hiver tout à fait classique et retrouvé, bien que par le passé, étant enfant, j'en ai connu de bien pire. Alors on va vous parler de la foudre. Pourquoi la foudre? Eh bien parce qu'il y avait un article très intéressant publié dans une revue scientifique très sérieuse qui s'appelle Nature Physics, revue britannique, et qui fait état, le 16 janvier dernier, de la réussite à 4 reprises d'une très belle expérience faite par des Suisses. Oui, ils sont arrivés à 4 reprises à capturer la foudre et à la guider à l'aide d'un faisceau laser. Et cet article a été repris par mon confrère du Monde, David Larousserie, et ça mérite donc qu'on s'y arrête. Tout tient, si j'ose dire, en 2 photos. Première photo, tout à fait classique, des éclairs, vous voyez, un nuage d'orage, un cumulonimbus, à 1500 mètres du sol, et entre les deux va jaillir un arc électrique. En fait, ce qui est intéressant sur cet instantané, c'est qu'il n'y a pas qu'un arc électrique. Vous voyez, il y a une succession d'arborescences, comme les racines d'un arbre. En fait, l'éclair cherche le chemin le plus conducteur entre la base du nuage et le sol. Ça, c'est classique. Par contre, deuxième photo, qui est l'expérience réalisée par les Suisses, c'est celle-ci. Vous voyez donc l'éclair, et l'éclair, lui, ne va pas être ramifié, va aller directement sur ce paratonnerre ici. Pourquoi? Il emprunte, vous voyez ici, une partie rectiligne, il est capturé, il suit ce rayon vert qui est celui d'un laser. C'est ça, le résultat de cette étonnante expérience où ils ont mis 20 ans, je dis bien 20 ans, pour la mettre au point. Le point de départ, c'est donc le nuage d'orage caractéristique, le roi des nuages, comme disent les météos, c'est l'énorme cumulonimbus. Et pour qu'il y ait cumulonimbus, il faut qu'il y ait 2 choses. La première, c'est beaucoup d'humidité. Voilà pourquoi les orages se développent surtout l'été et dans les zones tropicales, où là ils sont extrêmement violents. Et puis le deuxième, c'est de l'instabilité, c'est-à-dire un grand écart de température entre l'air chaud à la base au niveau du sol, ils sont 25, 30 degrés, même 35 degrés, et le sommet du cumulonimbus, qui est à 10, 12, 15 km d'altitude, où là règnent des températures de moins 40, moins 55 degrés. Autrement dit, il y a près de 100 degrés d'écart sur 10 km de hauteur, d'où, dans le nuage, les mouvements de convection verticaux, gigantesques courants d'air qui vont entre 150 et 200 km par heure. Voilà pourquoi il est impossible pour les avions de pénétrer à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est pour vous camper le décor. Si, dernier point, qu'est-ce qu'il y a dans un nuage d'orage? Il y a des quantités énormes de charges électriques et de vapeur d'eau. Alors, je prends juste un exemple. Un gros nuage d'orage, ça fait la surface d'une ville, c'est à peu près, disons, 15 km par 15 km et 10 km de haut. Ça représente tout de même la bagatelle de 2250 km3, et ça pèse 1,7 milliard de tonnes. Et pourtant, ça tient en l'air. Ah oui, en raison de la poussée d'Archimède. Et à l'intérieur, il y a de l'air, mais il y a également de l'eau, beaucoup d'eau, 1 million de tonnes d'eau. Et seulement si 10% de cette quantité d'eau tombe en, disons, un quart d'heure à la surface du sol, voilà pourquoi il y a des quantités d'eau considérables qui amènent à des inondations. Voilà, il faut avoir présent ces chiffres dans la tête. Alors revenons à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la foudre. Pourquoi? Eh bien parce que dans un nuage d'orage, en voici son schéma, les courants d'air verticaux très violents font que c'est une véritable machine à laver, de grands tourbillons. Et donc les particules de glace et de neige qui se frottent les unes contre les autres, par frottement, font des charges électriques. Et les charges électriques se stratifient en différentes couches à l'intérieur d'un nuage. Ça, c'est un schéma. On trouve par exemple au sommet du nuage des couches chargées négativement, là, des charges positives, puis des charges négatives, charges positives, et puis ici, à la base du nuage, des charges positives. Voilà donc ce millefeuille. Mais ce n'est pas tout. Quand ce nuage d'orage va arriver en face du sol et se déplace à peu près à 50-60 km par heure, le sol en face, lui, par influence, va prendre des charges inverses. C'est-à-dire que là, je vais avoir des charges positives, là, je vais avoir des charges négatives. Et entre les deux,
va se créer donc un potentiel, différence de potentiel, un champ électrique très élevé qui fait plusieurs dizaines de centaines de millions de volts. Voilà, c'est ça extrêmement important. Et c'est ça qui va être le point de départ de l'éclair. Donc, qui dit champ électrique extrêmement élevé, va ioniser l'air, autrement dit, ça va arracher les électrons des atomes d'azote et d'oxygène et de la vapeur d'eau, et donc on va avoir une espèce de soupe qu'on va appeler un plasma, fait de noyaux d'atomes et d'électrons, d'espèces de nuages. Et qui dit nuage électrique, dit nuage donc conducteur, et le tout va se déplacer. Et c'est ce déplacement qui donne des courants. Et regardez bien, voilà ce qu'on a dans un énorme cumulonimbus. On a des décharges électriques, par exemple, au sommet, vous avez vu, ça court sur quelques dizaines, et fois des centaines de kilomètres, ça va illuminer le sommet du cumulonimbus. Des décharges à l'intérieur du nuage, des décharges qui contournent le nuage entre le milieu du nuage et le sol, et surtout, ce qui nous intéresse, vous voyez, c'est ici, des décharges entre la base du nuage chargé électriquement positif et le sol chargé électriquement négatif. C'est ce qu'on appelle l'éclair, le coup de foudre. Comment se déclenche donc le mécanisme de la foudre? On connaît à peu près. Donc, quand je décore, là, c'est la base du nuage, 1500 mètres du sol, entre les deux. L'air est un isolant. Par contre, le champ électrique énorme entre les deux va ioniser l'air et un dard, vous voyez, très lumineux, fait de plasma, va partir et chercher le chemin le plus conducteur en direction du sol. Quand il arrive à peu près à une centaine de mètres du sol, un deuxième précurseur, un deuxième dard, va partir à sa direction. Et lorsque la jonction va s'établir, les charges négatives du sol remontent. Et à plusieurs reprises, on voit l'éclair vaciller. En fait, il s'allume, s'éteint, en quelques millièmes de seconde. Et là, l'intensité fait du courant. On parle de 100 000 volts, 1 million de volts, et on parle de 30, 40 000 ampères. Et la température, instantanément, dans un canal gros, à peu près comme le poing, va jusqu'à 30 000 degrés. Autrement dit, ça vous volatilise tout, le bois, le fer, le métal. Rien ne résiste à la puissance de l'éclair. D'où l'idée, maintenant, connaissant ce mécanisme des deux précurseurs qui vont se rejoindre, des scientifiques de Suisse qui étudient la foudre, l'université polytechnique de Genève et l'école polytechnique fédérale de Lausanne, de dire, eh bien, nous allons fabriquer le précurseur qui monte du sol à l'aide d'un faisceau laser de forte puissance. Il fallait donc d'abord sortir du laboratoire, bien entendu, aller dans la nature, trouver en Suisse l'un des endroits les plus foudroyés de la Suisse. Eh bien, il se trouve dans le nord, près de la frontière allemande, un mont, le mont Santis, sur lequel, à 2500 mètres d'altitude, sur lequel il y avait déjà un observatoire. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a une tour de télévision de 124 mètres avec un paratonnerre. Et c'est l'un des endroits les plus foudroyés de la Suisse. Et donc, à cet endroit, ils se sont dit, on va installer à côté de l'observatoire, dans un local bien protégé, on va installer un laser extrêmement puissant. Donc la principale difficulté de cette campagne, c'est que c'est une campagne en grandeur nature, sur le terrain. Donc d'abord, il a fallu préparer un environnement dans lequel on peut mettre le laser et le protéger au niveau de la température, de l'humidité, de la propreté, de la poussière. On a eu la chance de trouver le radome qui est disponible sur le sommet du Mont Santis, dans lequel on a installé le laser. Il a fallu aussi sortir toutes nos optiques au gré de l'environnement, et donc on a dû préparer plusieurs systèmes de protection. Comme vous voyez juste ici, on a un énorme conteneur qui nous permet de protéger notre télescope. Et donc, de fait, on a utilisé ce laser extrêmement puissant, 1000 coups par seconde, pour ioniser l'air, c'est-à-dire le rendre conducteur, et donc, vous voyez, ce faisceau laser qui part en direction du ciel va faire en quelque sorte un canal conducteur en direction du dard du précurseur qui descend. Et lorsque la jonction est faite à ce niveau-là, vous voyez, l'éclair, au lieu d'être comme ceci,
ramifié, non, non, l'éclair est bien droit et suit le canal conducteur fait par le laser vert et enfin finit par toucher, bien entendu, le paratonnerre. Autrement dit, on a capturé un éclair, on l'a guidé vers le point de chute que l'on voulait, et non plus aléatoire, vers un paratonnerre. Tel est le sens de cette expérience qui tout de même a été pensée il y a 20 ans et a été très très longue à mettre au point. Ils en ont rêvé, mais ils l'ont fait. Le lendemain de ce premier événement, où on a eu cette photo, où on voyait effectivement la foudre qui suivait le faisceau, je me rappelle avoir envoyé un message à mes collègues où j'ai écrit « c'est gagné ». Très optimiste quand même, puisque c'était une seule photo. Évidemment, on a eu beaucoup plus de données à traiter par la suite, plusieurs images, l'interféromètre radiofréquence, les rayons X, etc., les simulations. Mais en fait, cette photo est tellement parlante en elle-même que le doute n'était pas permis. Quand j'ai vu cette photo, c'était gagné. On a obtenu pour la première fois cette image d'une décharge électrique due à la foudre qui suit parfaitement le laser. Et ça fait 20 ans qu'on court après cette image. Telle est donc cette expérience, enfin cette série d'expériences qu'ont mené les Suisses et rendu public par cet article qui a été publié donc dernièrement par le journal. Moi je trouve très intéressant sur le plan de la connaissance du mécanisme de la foudre et donc de la protection, non pas, j'oserais dire, pour nos maisons. Le bon vieux paratonnerre fait bien l'effet, c'est-à-dire qu'il canalise la foudre, mais surtout pour protéger des sites industriels et surtout des sites militaires. Autrement dit, vous voyez que la science fait des progrès, mais parfois, ça prend tout de même beaucoup de temps.